Vous racontez que vous souffriez à l'école, que ça n'était pas facile, que vous étiez un garçon qui était l'objet des colibés à cause du fait que vous soyez très, très féminin, à cause peut-être de vos gestes efféminés à l'école, y compris d'ailleurs dans l'école de stylisme de Graz où vous êtes allé justement apprendre ce métier que vous aviez. Je fais toujours mon petit numéro. Vous trois, les trois hommes, là, vous avez eu un utérus jusqu'à 6-7 semaines de gestation. Mais votre testicule a sécrété un produit qui a tué l'utérus. Il y a quelques années, là, j'arrivais tranquillement pour accoucher, heureuse, épanouie. Et sans douter de rien, il n'y avait pas un soupçon d'inquiétude. J'imaginais pas que j'allais vivre un véritable cataclysme. Depuis le moment où je ne savais plus qui était mon bébé. Je ne savais plus si c'était une fille ou un garçon. J'étais perdue. Et j'ai commencé à lui donner le sein. Et là, j'ai eu un moment de profond dégoût et rejet de mon bébé. Je crois que c'était le moment, dans tous ces épisodes, le plus douloureux et le plus intense. J'aimerais pas le revivre. J'aimerais pas revivre mon enfance. C'est ce que je me dis à chaque fois que je vois les dessins. Et puis, je sais pas, le sexe qui est dessiné, clairement, c'est assez bizarre. Bah, je me dis qu'il y a beaucoup de symboliques dedans, puis ils sont assez explicites. Enfin, je sais pas, je pense que j'ai voulu donner des indices, je sais pas, expliquer des choses. Donc, Vous produisez autant d'hormones mâles que femelles, naturellement. Donc je sais pas du tout. Aujourd'hui, je me sens entre deux, quoi. Honnêtement, c'est ça, je me sens entre deux. Je peux pas dire, voilà, je suis un homme à 100%. Je sais que je colle pas en plus avec l'image typique qu'on a des hommes. Et je sais que je serai jamais viril. J'aurai beau prendre tous les hormones que je veux, ça marchera jamais. Il y a beaucoup de gens qui rentrent pas dans les standards. Moi, je pense vraiment que pour que les gens changent de mentalité, il faut simplement leur expliquer ce que c'est d'être intersexué, qu'on n'est pas des monstres, qu'on n'est pas des pervers, parce qu'il y en a qui croient, qui font cette association d'idées. Oui, j'ai été éduqué de façon marquée dans le sens féminin. Quand j'étais petit, les instituteurs, les institutrices m'ont fait des remarques sur la façon dont j'ai été fait. On ne parlait pas directement, en fait, c'est plutôt entre elles que les instituts disaient c'est bizarre. Et à moi, on me disait surtout ne touche pas et croise les jambes, et c'est pas beau pour une fille. Mon père s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans mon développement génital, sexuel. Et voulant absolument un garçon, il a angoissé. Il a pris donc rendez-vous à l'hôpital Cochin à Paris. Et les médecins ont décidé de me donner un traitement hormonal à base de testostérone que j'ai gardé pendant plus de 8 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 10 ans et 18 ans. La testostérone m'a apporté énormément de violence. Je me suis développé, ça c'est certain. Mais il y a eu énormément de violence. Violence rébellion envers mes parents, violence envers les copains de l'époque, et surtout beaucoup de violence envers moi-même. Si bien qu'au bout de 2 ans de traitement de testostérone, j'ai commencé à fumer, après c'était de l'alcool, après ça a été de la drogue, et puis en fin de compte la délinquance. Voilà. Et à tel point qu'à l'âge de 15 ans, mon père m'a fait signer un contrat d'engagement dans la marine parce qu'il ne savait pas quoi faire de moi. Là où je peux lui en vouloir, c'est de m'avoir inculqué un sexe d'élevage. Et il m'a appris l'insensibilité émotionnelle, il m'a appris l'insensibilité sentimentale, il m'a même appris l'insensibilité physique. C'est grave quand même. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire de moi un homme. Parce qu'il m'a rentré ce sexe d'élevage, un coup de burin dans la tête.
J'ai juste eu le témoignage d'une personne, d'une infirmière qui travaillait dans l'hôpital dans lequel je suis né et qui m'a dit qu'il y avait eu une opération de fait. C'est que j'ai dû subir une opération parce que j'ai des cicatrices au niveau des organes génitaux qui ne laissent pas de doute à ce sujet. Et comme je n'ai aucun souvenir d'avoir subi une opération, je suppose que cette opération a eu lieu avant l'âge de 3 ans. Elle est née avec un utérus, des ovaires et des gènes féminins, bien que ses organes génitaux et ses hormones étaient partiellement masculinisés. Ses parents ont ensuite dû décider s'ils acceptaient qu'on opère pour féminiser ses organes génitaux. À cette époque, la chirurgie allait de soi. On ne remettait pas en question cette pratique. Mes parents n'avaient aucune idée de ce que ça impliquait. Ils ont accepté simplement parce que c'est un médecin qui leur a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Mes premiers souvenirs d'enfance sont associés à mes séjours à l'hôpital. C'est très clair dans ma tête. J'avais environ 2 ans. Tout ce que je savais, c'est que je devais être courageuse. Alors j'ai commencé à leur dire, si vous entendez quelqu'un pleurer, ce n'est pas moi. Et je leur disais ça chaque fois qu'ils devaient quitter la chambre. Là, on va dessiner le lambeau périnéal qui va servir à élargir le vagin. On va l'ouvrir jusqu'à retrouver le vagin. Il faut le construire, il n'existe pas. Et dans le temps, on faisait juste l'ouverture de l'orifice. Alors, On commence à bien le voir. c'est important d'emblée prévoir un vagin pour des rapports sexuels intravaginaux. D'abord parce que ça évite une deuxième intervention et ensuite parce que les cicatrisations en un temps sont toujours plus souples. Et chez le tout petit, l'enfant il a 6 mois, 6 mois. Parfois les cicatrices disparaissent carrément. Chez le nouveau-né, souvent elles disparaissent. Chez le fœtus, les cicatrices qu'on peut faire, il n'y en a pas à la naissance, le collagène est... Et donc, si on peut faire une intervention en un temps, les tissus vont grandir, s'assouplir, la cicatrice va disparaître et on n'aura pas du tout de rétrécissement des cicatrices. Pas mal d'équipes font ça en 2 temps, avec un temps après la puberté. C'est pas du tout notre optique. Alors, dans la malformation des organes génitaux, il faut une exigence totale de résultat. Bon. Or, pour les organes génitaux, le résultat, c'est l'esthétique, certes, mais la fonctionnalité. Qu'un enfant à qui on reconstruit un pénis puisse avoir des érections, des éjaculations, si possible, et des rapports sexuels banaux. Qu'une petite fille à qui on fait une génitoplastie féminisante puisse avoir des rapports sexuels intravaginaux non douloureux et avec une sensibilité de la part du vagin et du clitoris, qui doit être placé dans la bonne position, qui doit être sensible, qui ne doit pas être abîmé. C'est le but premier, que ça fonctionne bien. Bien des gens qui me consultent se souviennent de leur enfance à l'hôpital. Ils se souviennent avoir beaucoup souffert des opérations aux organes génitaux. Ils se souviennent n'avoir eu aucune explication à propos de ce qui leur arrivait. Et ils ont toujours des problèmes avec leurs organes génitaux. Mes parents et ceux des décennies qui ont suivi ne comprenaient rien de ce qui se passait. Ils se faisaient dire que leur enfant ne s'était pas complètement développé dans l'utérus et que les médecins allaient s'occuper de tout ça. C'est que, au terme des examens qu'on a faits, on décide définitivement. Je crois que c'est vraiment très important et c'est, j'allais dire, presque un beau cadeau que vous lui avez fait de ne pas lui donner un prénom mixte. C'est justement de lui avoir donné la possibilité d'être inscrite dans le sexe qui finalement a été choisi pour elle et qui était le sien. Le sexe est un élément fondamental dans cette reconnaissance, dans ce lien, parce que le lien se base aussi à travers la sexuation d'un enfant qui est un petit garçon ou une petite fille. On sait qu'un lien différent se met en place, des choses particulières liées à cette appartenance sexuelle vont se mettre en place. Mettre au monde un enfant qui a une ambiguïté, d'autant plus si les parents n'en ont pas eu la connaissance à travers des échographies au préalable. Ce qui arrive aussi encore de nos jours, c'est que c'est un véritable traumatisme. Je crois que c'était entendu vraiment comme un traumatisme pour le père et pour la mère, dans le sens de on n'a pas mis au monde un enfant normal.
c'est un enfant qui a une ambiguïté, c'est un enfant qui pose problème. Et c'est toute cette représentation idéale de l'enfant, comme on peut tous l'espérer, d'un enfant qui va ne pas te poser de problème, qui va être directement en lien facilement et sans questionnement, qui va être complètement remis en question. Et ce qui est essentiel dans cette prise en charge immédiate au moment de la naissance, c'est d'entourer ces parents qui sont confrontés à cette particularité. Le troisième sexe, bon, c'est intellectuellement intéressant, mais comment des parents peuvent-ils élever un enfant qui est du troisième sexe? Comment peut-on en parler à sa belle-mère, à sa concierge, à la boulangère, à l'institutrice, au professeur de sport, aux parents des petits copains? Il faut, à mon avis, une force de caractère exceptionnelle. C'est déjà difficile d'élever un enfant banal, mais quand en plus on ne sait pas comment il va évoluer à la puberté, je ne suis pas sûre que nos sociétés industrialisées, où tout est noir ou blanc, hein, on est à l'ordinateur, c'est oui ou non, bon, arrivent à accepter un troisième sexe. Mais je ne suis pas contre l'idée. L'idée est presque, enfin plus qu'intéressante, elle est presque tentante. Mais comment faire? Cette ambiguïté, elle peut exister parce qu'au décours de la vie, quelqu'un ne se retrouve plus ou ne se reconnaît plus dans le sexe qui lui a été assigné et on arrive donc à être un entre-deux sexes à un moment donné. Ce qui me semble essentiel, c'est qu'on ne peut pas laisser un bébé ne pas être assigné dans un sexe ou dans un autre. Parce que un enfant qui n'est pas assigné dans un sexe ou dans un autre ne peut pas se déterminer par rapport aux autres et qu'on est dans une société à l'heure actuelle qui est une société basée sur le féminin et le masculin. Alors, bien sûr, la société évolue. Bien sûr, on peut observer aujourd'hui des genres qui sont beaucoup plus flous que ce qu'ils n'étaient il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à une société où on dirait « soyez dès la naissance un indéterminé et constituez-vous de cette manière-là ». Je pense que l'idéal pour les enfants qui naissent intersexués, ce serait de pouvoir attendre qu'ils grandissent un peu, voir comment ils se développent déjà naturellement pour choisir s'ils veulent être opérés ou pas, vers quel côté ils penchent, si on peut dire comme ça. Après, il y a opérer pour sauver la vie d'un enfant, et il y a faire une sorte de chirurgie esthétique qui, moi, me semble prématurée sur un petit enfant qui ne peut pas encore s'exprimer. Pourquoi pas attendre? Pourquoi pas attendre et attendre qu'il puisse donner son avis sur la question? Parce qu'après, ces opérations c'est le parcours du combattant plus tard. Si ça lui convient pas, ça va être le parcours du combattant. Les médecins ont dit à ma mère qu'ils allaient arranger tout ça avec 2 opérations. J'ai subi 20 opérations. La première a eu lieu quand j'avais 3 mois. J'arrivais à peine dans ce monde et ils ont sorti les scalpels pour jouer dans mes organes génitaux et faire en sorte que j'ai l'air de ce qu'ils considéraient que je devais avoir l'air. De mon point de vue, toutes les opérations que j'ai subies avant l'âge de 19 ans ont été des échecs inutiles. Moi, j'ai quand même l'impression, en regardant ces photos, qu'il y a des... Je ressemble vraiment à une petite fille sur ces photos. Et il y a vraiment des photos qui sont très féminines, quoi, pour un enfant, pour un petit garçon. Là, il y a 2 photos, qui sont étonnantes. Elles sont très paradoxales. À gauche, on a une fille, à droite, on a un garçon, les cheveux ont été coupés. Même la posture est complètement différente. En plus, mise l'une à côté de l'autre, comme si ça voulait être fait exprès, ou de manière inconsciente. Est-ce qu'ils se rendaient bien compte? Peut-on réunir l'homme et la femme? Comment peut-on réunir tous ces paradoxes?
Je pense que les humains ont trop tendance à diviser les choses par rapport au visible. Est-ce qu'il ne faut pas prendre un petit peu de hauteur et voir les choses dans leur intégralité ?